Bonsoir, bonsoir à tous. Je vois les gens qui commencent à arriver, les gens qui demandent si ça a commencé. Non, ça n'a pas commencé, c'est en train de commencer. Euh, voilà, les gens se connectent. Bienvenue, bienvenue sur la page Facebook de Bouquinbec pour ce Facebook Live, ce nouveau Facebook Live. Ça fait plusieurs mois que nous n'en avions pas fait, mais voilà, voilà un nouveau beau sujet à traiter et je ne suis pas seul. J'ai avec moi donc Nati Derveillé. Bonsoir Nati. Bonsoir Louis et bonsoir à toutes et tous derrière l'écran. Bienvenue donc pour évoquer plein de sujets qui tournent autour de l'écriture, de comment l'améliorer, des manuscrits, comment les bonifier, les enrichir. Avant de passer à la suite, ensuite éventuellement les publier. Mais là, on va se concentrer sur toute cette partie de création littéraire et d'écriture. Je vais afficher ma liste de questions qui n'est pas loin. La voici. Euh, oui, les gens se connectent, parfait. Je suis Louis de Bernis, je m'occupe chez Bouquinbec du marketing, donc notamment tout le contenu qu'on peut publier sur notre site internet, nos réseaux sociaux pour vous accompagner, auteurs, dans votre démarche de publication. Et nous avons aussi des collaborateurs, des graphistes, des réviseurs et des coachs. Quel est le terme exact que tu utilises d'ailleurs, Nati? Alors, ce soir, je vais parler de coaching parce que c'est le thème que tu as choisi, Louis, mais j'aime mieux dire que je suis accompagnatrice en écriture. Parce que souvent, dans la tête des gens, il y a plein de choses qui se mettent derrière le mot coach. On n'a pas forcément tous la même acception du terme. Alors, c'est ça, je fais de l'alpha et de bêta lecture et de l'accompagnement à l'écriture. Ça fait du sens parce que nous, on aime bien utiliser le terme de publication accompagnée quand Oui, on mais tu vois, travaille. c'est exactement ça. Je ne fais pas la place des autres, mais je guide. Très bien. Bon, on travaille dans le même esprit, alors c'est parfait. Nati, donc, c'est depuis assez récemment que nous collaborons ensemble avec toi chez Bouquinbec. Peux-tu nous te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, c'est depuis le début de cette année 2023 que nous avons mis en place la collaboration entre Essence Démo, donc ma petite agence de services littéraires, et Bouquinbec. Euh, je fais de l'alpha lecture, de la bêta lecture et de l'accompagnement à l'écriture, donc. Et j'ai choisi de travailler principalement avec des auteurs indépendants, même si ça arrive aussi que j'accompagne des auteurs qui veulent présenter leur manuscrit à des maisons d'édition. Je ne leur fermerai pas la porte parce que je crois beaucoup dans cette démarche d'auto-édition. Puis, étant moi-même une autrice auto-éditée, euh, je crois beaucoup dans la possibilité pour chacun de grandir à travers ce parcours-là. Oui, effectivement, on croise chez les auteurs des gens qui connaissent déjà ce qu'est l'auto-édition, d'autres qui pensent aux maisons d'édition, d'autres qui écrivent pour le plaisir et qui ne publieront pas, mais qui retirent du plaisir et de l'épanouissement dans cette écriture. Donc voilà, tu t'adresses à un peu toutes ces personnes. Exactement, exactement. Tu le mentionnais donc, toi, dans ton parcours, tu as publié. C'était il y a combien de temps? C'était en 2019. En fait, je dirais que j'écris depuis toujours. Euh, j'ai comme le souvenir, quand j'étais toute petite, d'être pressée d'apprendre à écrire. Parce que quand j'étais au berceau, mon père ne me chantait pas des comptines, il me déclamait de la poésie pour m'endormir. Et je pense que comme Obélix qui est tombé dans la marmite très tôt, mais moi, ça m'a fait le même effet. Je suis devenue une amoureuse, une passionnée des mots. Alors, très vite, j'ai écrit, raconté des histoires.
Et puis, je suis forcément une lectrice passionnée, dévoreuse de livres. Et j'ai très vite, très tôt, été une lectrice exigeante aussi. C'est-à-dire que j'ai le souvenir à l'école, je pointais du doigt des éléments de détail dans les livres que mes professeurs n'avaient pas vus, alors que c'était peut-être la 10e fois qu'ils en parlaient. Ou ça m'est arrivé aussi d'envoyer des lettres à des maisons d'édition, certaines prestigieuses, parce que je relevais des coquilles ou des incohérences dans les livres publiés, voire des best-sellers. Donc, je dis souvent que j'ai considéré ça comme un handicap en tant que lectrice, parce que ça pouvait me gâcher un petit peu la lecture. Et puis effectivement, je me suis mise à écrire un petit peu plus sérieusement, et en 2019, j'ai choisi d'auto-publier mon premier livre, qui est un livre de jeunesse, une sorte de conte moderne. Et c'est à cette occasion que j'ai connu Bouquinbec, donc j'ai fait tout le parcours de l'auteur auto-édité avec Bouquinbec. Et puis parallèlement à ça, je me formais aussi à l'écriture romanesque, aux techniques narratives. J'avais suivi aussi une formation Apprendre à lire comme un écrivain, c'était tout à fait passionnant. Et puis, dans mon parcours d'écrivaine, justement, j'ai fait appel à des bêta-lecteurs bénévoles et puis des bêta-lecteurs professionnels. Et j'ai moi-même été bêta-lectrice bénévole pendant presque 2 ans. Là, j'avais des retours très éloquents. J'avais une approche différente de celle des autres bénévoles. Alors, de fil en aiguille, j'ai eu des incitations à bifurquer vers cette voie professionnelle. Et puis, j'ai mis les bouchées doubles sur la formation, mais je continue toujours de consacrer de 50 à 150 heures par an. Bon, je suis une accro aux formations, là. Je l'assume. À la formation continue. Puis, l'an dernier, j'ai passé ma certification de relectrice correctrice. Et puis, me voici. Oui, donc c'est un parcours qui remonte à loin et qui est en fait très Il s'est cohérent accéléré, oui. et qui s'est accéléré très bien et qui donc t'amène aujourd'hui à offrir ces services d'accompagnement, ces services littéraires. Exactement. Très bien. Si les personnes qui nous regardent ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Je garde un œil sur les commentaires que vous publiez et soit je les attraperai au vol et je les poserai à Nati, ou soit on y reviendra un peu à la fin de cet entretien. N'hésitez pas, j'adore répondre aux questions. On a déjà entendu donc quelques mots, alpha lecture, bêta lecture. Est-ce qu'on peut essayer de bien définir tout ça et peux-tu nous raconter, nous expliquer ce qui se cache derrière ces différents mots que moi-même, il y a quelques semaines, je ne connaissais pas très bien. Alors, en fait, alpha et bêta lecture, ce sont toutes les deux des lectures critiques et analytiques d'un manuscrit, par le biais desquels on va considérer le fond, la qualité de l'intrigue, le rythme, les personnages, la gestion du suspense, les incohérences, etc., mais aussi la qualité du texte, même si quand on est à ces phases-là, on n'est pas dans un texte fini, d'accord, mais c'est quand même important d'évaluer la qualité. La différence entre alpha et bêta lecture, ça tient au stade de l'écriture. Dans l'alpha lecture, le manuscrit, il en est à ses balbutiements. Et là, je ne vais étudier que les 5000 ou 10 000 premiers mots, donc les tout premiers chapitres du texte. Et dans mon rapport, en fait, je vais fournir à l'auteur des éléments très précis pour l'aider à poursuivre son écriture, peut-être à mieux structurer son idée, en tout cas à dégager les points forts sur lesquels il va s'appuyer puis s'encourager, mais aussi les points d'amélioration, les faiblesses, etc. Donc, je vais l'inviter aussi dans cette phase-là à se questionner de manière constructive pour enrichir son approche, puis peut-être densifier son récit. Dans la bêta lecture, là, en fait, j'ai un manuscrit qui est complet. Et là, ma particularité versus une bêta lecture classique, c'est que mon approche personnelle, ça consiste à faire un travail réellement de direction littéraire dans le fond et dans la forme.
donc avec un résultat très enrichissant pour l'auteur. D'accord. Alors, Donc, je parle de auteur, mais mettez un E si vous êtes une femme ou mettez sans E si vous êtes un homme, sachant que quand même, je devrais parler d'autrice parce que 90% de ma clientèle est féminine. Et donc, oui, donc pour caricaturer un peu, si on veut, l'alpha lecture, c'est pour voir si le manuscrit s'en va dans la bonne direction. Et puis la bêta lecture, c'est peut-être pour des auteurs qui sont conscients ou ont envie de refaire un passage sur ce qu'ils ont déjà écrit et sont prêts à y consacrer du temps pour solidifier certaines parties. Oui, en fait, il y a encore trop d'auteurs qui considèrent que la bêta lecture, c'est une étape facultative. C'est une erreur parce que oh, le métier d'écrivain, j'ai coutume de dire que le métier d'écrivain, ce n'est pas d'écrire, c'est de réécrire. Donc, quand on parle de la réécriture, en fait, on devrait plutôt parler des réécritures parce que le premier jet, une fois que l'écrivain, l'écrivaine a fini d'écrire toute son histoire et mis le point final, oui, on célèbre, tout ça, j'ai fini. Non, 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 t'as juste commencé, d'accord? Le premier jet, c'est un brouillon, c'est un croquis, c'est une esquisse. Donc là, dans le cheminement normal, eh bien, l'auteur va entamer de la réécriture. Il va relire son premier jet, il va voir qu'il y a beaucoup de choses mauvaises, d'autres choses plus intéressantes, et donc il va se questionner, approfondir, etc. Puis il va réécrire. Alors, pas tout de A à Z forcément, mais il y a beaucoup de passages à éliminer, à réécrire et tout ça. Une fois qu'il a fait ce premier travail de réécriture, là, il va soumettre son manuscrit en bêta lecture. La bêta lecture va lui donner des clés parce que on est très mauvais juge de soi-même. Moi-même qui exerce ce métier et qui ai ses compétences, quand il s'agit de mon propre texte, oui, je le peaufine, mais je continue à faire appel à des bêta lecteurs professionnels parce que je sais qu'il y a des choses à revoir. Donc, la bêta lecture va lui donner des clés pour encore améliorer son texte avec vraiment des points très, très précis. Moi, mes rapports de bêta lecture font de 6 à 12 pages, plus les notes éditoriales dans le manuscrit. Donc, et donc là, après la bêta lecture, l'auteur va entamer une nouvelle phase de réécriture au pluriel où il va passer en revue tous les points d'amélioration dans le fond, dans la forme, etc. Puis c'est pour ça que je dis que vu le détail avec lequel je fais un travail de direction littéraire parce que c'est ce que dans une maison d'édition, il sera amené à faire. Donc non, la bêta lecture n'est pas accessoire si l'on veut avoir un manuscrit final qui soit solide et de qualité. Par contre, l'alpha lecture, c'est facultatif, mais effectivement, pour un auteur débutant, un jeune auteur, il peut se dire, OK, j'ai commencé ça, mais de quoi ça a l'air? Est-ce que je suis sur la bonne voie ou je me pose des questions, etc. Donc, l'intérêt d'avoir un regard expérimenté qui va lui apporter ses réponses. Puis, encore une fois, le rassurer sur ses points forts et l'orienter sur ses points d'amélioration. Très bien, voilà qui est clair, oui, définitivement. Voilà pour donc l'alpha lecture, la bêta lecture. Parlons à présent de coaching d'écriture. À quel moment est-ce qu'il intervient? Alors, le coaching d'écriture, l'accompagnement à l'écriture intervient vraiment à des stades très différents. C'est-à-dire que ça peut intervenir de l'idée initiale, d'un premier synopsis. En ce moment, j'accompagne deux clientes comme ça, où on est parti juste d'une idée de départ. Donc là, je vais accompagner l'auteur pour la mise en place des différentes briques de son livre. Encore une fois, ce n'est pas moi qui écris. Je fais juste fournir des outils, des techniques pour établir son plan littéraire, pour travailler ses personnages, pour
orienter ses pivots narratifs, etc. Donc, ça peut s'arrêter là ou je peux l'accompagner jusqu'à la fin de l'écriture de son premier jet en fonction de ses choix. Le coaching peut intervenir en cours d'écriture, justement. J'ai le cas d'une cliente qui m'a demandé une alpha lecture. Là, je lui ai fait mon rapport. Puis là, elle ne savait pas comment aborder les points d'amélioration parce que c'est tout nouveau pour elle. Donc, elle m'a demandé de l'accompagnement et on reprend les différents points, puis je lui apprends à mettre en place les techniques, etc., pour reconstruire. Ça peut intervenir en cas de blocage aussi. Alors, à ce moment-là, l'accompagnement il va permettre une analyse de la situation et il va enseigner les techniques qui vont permettre à l'auteur de faire sauter ces blocages d'écriture. Ça peut être des techniques de créativité pure, tout comme ça peut être des techniques d'écriture, des techniques narratives, etc. Donc, c'est vraiment variable en fonction des cas. Mais dans tous les cas, il y aura un soutien technique et un regard extérieur pour débloquer. Puis, l'accompagnement peut intervenir après la bêta-lecture, donc dans la phase de réécriture, où justement l'auteur va peut-être se questionner sur comment j'aborde ça, ou il y a telle chose que la bêta-lecture a révélé, puis là, je ne sais pas comment résoudre cette situation, etc. Donc là, justement, l'accompagnement peut faire en sorte d'aider l'auteur à passer ce cap, à acquérir les compétences là-dessus. Ah oui, intéressant. Ben oui, parce qu'on l'entend effectivement, nous aussi, souvent avec les auteurs à qui on parle, c'est rarement un processus linéaire. Il peut arriver que soudain, effectivement, un blocage, comme tu le dis, ou une période dans la vie qui soit un peu moins, dans laquelle on se sent un peu moins créatif, un peu moins emballé par son manuscrit. Et effectivement, oui, c'est à ce moment-là que tu peux intervenir dans ces cas-là. C'est ça, c'est ça. Pour citer deux exemples, là, j'ai une autrice qui est dans l'écriture de son 3e tome, puis elle est totalement à l'arrêt, elle n'y arrive plus, elle ne comprend pas, etc. Donc, je vais faire une analyse de la situation, puis c'est ça. J'en ai une autre qui écrit sa biographie, puis là, elle est passée par une bêta lectrice professionnelle qui lui a dit que toute la première partie sur sa petite enfance manquait d'émotion, de ci, de ça. Elle a réécrit, elle a soumis une deuxième fois en bêta lecture auprès de cet autre prestataire qui lui a redit la même chose. Il y a du mieux, mais c'est pas ça encore. Puis là, du coup, elle sait plus comment gérer la situation. Donc, je vais travailler avec elle sur des techniques bien spécifiques pour la connecter à ses émotions, pour transcrire ces émotions-là, etc., dans cette partie du manuscrit. Donc, c'est très diversifié. Et alors justement, oui, tu parles de biographie. On imagine que les services de coaching d'écriture, alpha lecture, bêta lecture, ça se prête bien aux romans, aux nouvelles. Biographie aussi, visiblement. À quel genre littéraire est-ce que ça s'adresse? Est-ce qu'il y en a qui sont exclus de cet accompagnement-là? Alors, l'alpha lecture, la bêta lecture, le coaching, ça s'adresse à tous les genres littéraires. Moi, je suis d'abord et avant tout une lectrice très éclectique, donc c'est sûr que ça se reflète dans mon approche professionnelle aussi. Si je passe en revue les genres littéraires sur lesquels j'ai travaillé ces dernières semaines, il y a eu de la littérature jeunesse, il y a eu de la littérature blanche, mais style feel good, il y a eu un recueil de nouvelles, il y a de la romance, il y a de la fantasy, il y a de la science-fiction, biographie, de la chick lit aussi. Du cozy mystery. Là, je viens de recevoir un manuscrit de non-fiction, puis j'en ai un autre qui va arriver. Donc, puis je fais également partie du comité de lecture d'une maison d'édition qui est spécialisée en romans historiques. Alors, donc, c'est très varié. Ça correspond de toute façon
à mes goûts personnels, mais il y a quand même des catégories que j'écarte. Tout d'abord, tout ce qui est littérature dark quelque chose, parce que ça, moi, en tant que lectrice, je ne peux pas. Donc, je ne suis pas capable de lire ce genre de choses. Puis c'est très personnel. Puis, il y a les recueils de poésie. Non pas parce que je n'aime pas ça, au contraire, mais j'estime que je ne suis pas suffisamment formée en poésie pour accepter de travailler dessus. Je fais toujours le point. Alors qu'un roman en prose poétique, là, je baigne dans mon élément. Donc voilà. Mais à part le dark et puis les recueils de poésie, sinon, y a pas beaucoup de choses. Je n'ai pas encore lu d'érotique, par exemple, mais D'accord, oui, mais ça couvre donc un large spectre quand même oui. de manuscrits qu'on qu'on voit passer effectivement régulièrement. Euh, Quelles sont les principales difficultés, principaux blocages que rencontrent les auteurs avec lesquels tu travailles? Est-ce qu'il y a des grandes catégories, des grandes familles de blocages qu'on peut identifier? Alors, y a... c'est une très bonne question, puis la réponse, elle est pas simple à résumer parce que les difficultés, les écueils, les maladresses sont très nombreux puis variés. On les trouve à la fois dans le fond et dans la forme des manuscrits. Je vais surtout parler en termes de difficultés puis d'écueils. Les blocages, c'est vraiment autre chose parce que finalement, à ce moment-là, l'auteur, il n'est pas du tout bloqué. Là, il écrit, il est content, il ou elle est content, etc. Donc, il ne le vit pas comme un blocage, c'est autre chose. Mais par contre, il va tomber dans des écueils. Alors, j'ai pris des notes parce que quand tu m'avais envoyé cette question, je me suis dit, oh là là, je peux vite partir à en parler pendant 1 heure. Donc, je vais essayer vraiment de synthétiser. Alors, je me suis pris quelques notes. Je dirais que pour ce soir-là, pour faire simple, je vais les regrouper en 3 catégories. Premièrement, il y a une mauvaise gestion des éléments du récit. Cette mauvaise gestion, elle va entraîner des redites, des longueurs, des digressions, des incohérences, une chronologie qui sera bancale, voire qui ne tient pas la route. On aura peut-être des arcs narratifs qui ne sont pas résolus, alors qu'à la fin d'un roman, tous les arcs narratifs doivent être résolus, etc. Donc, tout ça sont des éléments qui vont déplaire au lecteur. Et si en plus l'auteur a la velléité d'envoyer son manuscrit à une maison d'édition, il n'y a aucune chance que ça passe. La façon de résoudre en fait cet ensemble de difficultés tient en 2 mots, plan littéraire. Je souris parce que les auteurs avec qui je travaille surtout les auteurs débutants, font souvent preuve comment je dirais ça, d'une douce naïveté. Puis je le dis avec vraiment beaucoup d'affection parce que souvent ils me disent « Ah non, mais t'inquiète pas, j'ai tout dans ma tête. » Mais non, ça te prend un plan littéraire, là. Sinon, tu vas vraiment tomber dans ces écueils-là. La deuxième catégorie, puis là, qui est vraiment normale comme pour tout, ce sont les lacunes et les méconnaissances dans les techniques d'écriture, les techniques narratives de base. Par exemple, il va y avoir un souci dans l'organisation des pivots narratifs ou les auteurs vont faire de l'infodumping, c'est-à-dire qu'ils vont nous raconter toute la petite enfance et tout le contexte du personnage alors qu'on n'en a rien à faire et alors que ça n'a aucun impact sur l'intrigue. Mais il a tellement bien imaginé son personnage que là, je le dis, quand je relis certains de mes écrits, je fais « Ouais, Nati. » hein. Donc, c'est ce que j'appelle le syndrome du parent fier. Là. Il va mettre aussi des couches et des couches et des couches de détails superflus qui vont noyer le lecteur, ou bien les personnages vont être superficiels, etc. Donc,
là, la façon de résoudre ces difficultés, ben, ça tient aussi en 2 mots, formation et coaching. Il n'y a pas d'autre remède miracle. Et puis la troisième catégorie, ce sont les difficultés et les écueils dans la forme. Puis là, je ferai encore 2 sous-catégories, même s'il en existe plus. La première, c'est le terrible. Ouvrez les guillemets, show, don't tell, donc expression anglaise qui signifie montre au lieu de dire. Ça, c'est une des sacro-saintes lois en écriture romanesque en littérature. Il s'agit donc d'illustrer au lieu d'expliquer, de mettre en scène au lieu de faire un exposé. Et ça, c'est vraiment la difficulté majeure que je rencontre dans 100% des manuscrits qui passent entre mes mains, à des degrés variables, bien sûr. Et ça, c'est important parce que dans le travail de l'écrivain, cette partie du travail qui va permettre au lecteur de vivre des émotions, de s'immerger dans une histoire, dans une intrigue, eh bien, c'est un travail de mise en scène. Et la mise en scène, c'est montrer, ça n'est pas expliquer. On n'est pas un professeur sur une estrade avec un tableau qui te dit A plus B égale C, etc. Non, sinon on écrit un essai, mais pas un roman. Et ça, c'est pour les jeunes auteurs, identifier le tel, donc l'explicatif, dans leur récit, c'est réellement un grand défi. Puis même pour les auteurs confirmés, d'autant que parfois, ça peut être subtil, ce côté explicatif versus le côté illustratif. Et ce n'est que lorsqu'on a réécrit la phrase ou le passage qu'on se rend compte de la différence d'effet. Et là encore, ça montre comme la bêta-lecture est importante parce que même si avec l'expérience, en tant qu'auteur, on va pouvoir se poser la question « Oh, est-ce que je ne serais pas en train de faire du show don't tell à cet endroit-là, etc. » Mais c'est sûr qu'on va passer à côté de certaines choses parce qu'on est trop imprégné, imbibé, enveloppé de tout ça. Et puis, j'ai eu le cas dans un manuscrit dont j'ai rendu le rapport de bêta lecture hier, puis c'est une autrice confirmée, là, elle a fait beaucoup de progrès là-dessus, mais il y a encore des passages que je relève parce que justement, on est dans cette subtilité-là. Alors, si tu permets, Louis, je vais donner un exemple. Donc, on est dans une scène où il y a trois personnages, dont l'héroïne, c'est une narration à la première personne du singulier. Et puis, un des personnages, donc la narratrice nous dit que son visage devient rouge, ses veines gonflent, ses narines se dilatent. Et puis, je lis, il serait dit, les poings serrés à ses côtés. Cette perte de contrôle n'augurait rien de bon. Oh, pardon. Cette perte de contrôle n'augurait rien de bon. Je nous présentais en espérant le distraire de sa panique. Alors, là, je vais relire parce qu'on a été interrompu. Il serait dit les poings serrés à ses côtés. Cette perte de contrôle n'augurait rien de bon. Je nous présentais en espérant le distraire de sa panique. Où est le tell, l'explicatif? C'est dans cette perte de contrôle et dans en espérant de. Quand l'autrice écrit cette perte de contrôle, en fait, dans sa tête, elle veut vraiment s'assurer que son lecteur a compris que le monsieur il est en train de péter un câble. D'accord. Mais sauf que c'est tout à fait inutile parce que quand on dit que le visage est rouge, que c'est ça. Donc, elle est dans l'explication de la situation. Et quand elle dit « je nous présentais en espérant d'eux », elle est dans l'explication de l'état d'esprit de l'héroïne. Mais ça fait que on perd de l'effet, on perd de l'efficacité. Alors,
une proposition de reformulation serait la suivante. Il serait dit, les poings serrés à ses côtés. Cela n'augurait rien de bon. Peut-être que des présentations le distrairaient de sa panique. Ou peut-être que des présentations offriraient une bonne diversion. Cela n'augurait rien de bon. On est dans une phrase beaucoup plus courte, donc beaucoup plus efficace dans la perception de l'attention et du moment. D'autant que finalement, justement, l'explication, on l'a eue, elle nous a montré auparavant, avec le visage rouge, les tempes, le nez, les poings, etc. Donc tout ça, c'est du show. Elle nous montre. Elle n'avait pas besoin de nous l'expliquer. Et puis, le peut-être que le peut-être, eh bien, montre l'espoir. D'accord? C'est en espérant que, ben non, le peut-être, ben, il exprime ça. Puis, bon, allez, je mise là-dessus, etc. Donc voilà, on est vraiment dans de la subtilité, mais une subtilité qui, mis bout à bout, eh bien, va faire une différence dans la perception de la lecture. Et puis pour finir, là, je sais que c'est un peu long sur les difficultés. Le deuxième aspect sur les difficultés dans la forme, c'est la maîtrise des éléments de langage. Ça, je voulais en parler parce que les éléments de langage, en fait, là, je parle des répétitions, des adverbes, de la concordance et de la cohérence, des temps de conjugaison, les verbes faibles, les formes impersonnelles, les voix passives, etc., etc. En fait, ça a l'air de rien, mais on peut complètement louper une séquence romantique, une scène de bataille ou un passage de tension, de suspense à cause de ces détails-là. Si vous mettez plein d'adverbes qui finissent par ment dans une scène de suspense, vous n'aurez plus du tout de suspense là. Vous aurez juste un endormitoire absolu. Donc ça va modifier le rythme. Donc, ce sont des éléments qui sont importants justement pour faire en sorte d'aboutir à un texte mature. Et ce sont des éléments qui se retravaillent exclusivement à la réécriture. C'est pour ça que la réécriture est indispensable. Et tu parlais des blocages, Louis, mais en fait, les blocages, la majorité du temps, ils sont dus à des carences dans le travail préparatoire de l'écriture. Donc ça aussi, ça serait dû. D'accord. Mais si l'auteur est face à des blocages, il doit se questionner sur est-ce que j'ai bien préparé mon écriture, est-ce que j'ai suffisamment travaillé en amont avant de commencer à écrire. C'est vraiment intéressant, puis ça montre bien ce qui n'était pas ma perception il y a quelque temps du coaching d'écriture, mais que c'est un vrai travail en coulisses de toutes les mécaniques, que tout s'enchevêtre bien et que tout roule bien, que l'histoire se déroule bien de manière naturelle et qu'à la lecture, ça se ressent. Exactement, exactement. Sur les gros pavés et sur les petits détails. Si on dézoome un petit peu maintenant et qu'on parle du plan littéraire ou du plan du manuscrit, il y a une citation que j'ai trouvée en préparant cet entretien qui m'a amusé d'un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben et qui a dit que écrire serait si triste si l'on ne déviait jamais de plan. Est-ce que ça fait écho à des choses que tu observes toi aussi? Est-ce que tu as un peu l'impression qu'en fait ton rôle est d'aider les auteurs à changer de plan parfois, à dévier un peu de leur plan initial? Alors, déjà, j'aime beaucoup cette situation, elle est très juste. D'autant que de mon point de vue, l'écriture, c'est un mélange de créativité et de rigueur, d'improvisation et de discipline, puis que faut toujours être suffisamment souple pour se laisser surprendre par les aléas du chemin, mais tout en gardant en tête la route qu'on cherche à tracer. En matière de plan, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est d'inciter les auteurs à établir un plan littéraire. Puis notamment les auteurs qui se définissent comme des écrivains jardiniers. Puis je parle d'eux avec beaucoup d'affection parce que je fais partie de cette catégorie-là. Et que justement, avec l'expérience, j'ai compris que
un jardinier, même pour bâtir un jardin anglais, eh bien, un jardinier fait un minimum de plans pour que ça tienne la route. De toute façon, un jardinier, il fait avec les saisons, donc il doit prévoir ses semis à l'avance. Il doit savoir est-ce qu'il va planter du lilas ou des marguerites à cet endroit-là parce que la terre est de telle et telle manière. Donc, on n'est pas dans du plan détaillé de l'écrivain dit architecte, mais il y a quand même besoin d'un minimum de plans. Et vraiment, finalement, la majorité du temps, oui, j'invite les auteurs à travailler sur leur plan littéraire, puis je leur explique comment faire. Sur la question de changer de plan, ben, c'est arrivé à quelques reprises, effectivement, que des auteurs modifient leur plan, mais là, on ne parle même pas du plan littéraire, mais leur plan d'écriture, voire les bouleverse après mon intervention. Je donne le cas d'une dame qui m'a contactée pour avoir du coaching parce qu'elle voulait écrire un roman, une autobiographie, mais en tout cas sous forme d'un roman. Puis, après ma première discussion avec elle sur Zoom, je lui ai suggéré d'écrire plutôt un recueil de nouvelles parce qu'il s'avérait que cette dame avait peu de temps disponible à consacrer à l'écriture dans la semaine. Et donc, je lui ai expliqué qu'écrire 2000 mots pour un chapitre, on n'avait rien fait. Alors qu'écrire 2000 mots pour une nouvelle, on a un texte abouti, puis c'est gratifiant et c'est encourageant pour la suite. Alors qu'un chapitre de 2000 mots, il y a tout qui reste à faire, puis on va se décourager. À l'inverse, c'est arrivé aussi que ce soit moi qui permette justement à l'auteur de revenir à son plan. Et là, c'était dans le cas d'une alpha lecture. Lors de notre Zoom de rencontre, je demande toujours à l'auteur de me parler de son projet, etc. Et puis donc, la dame m'avait exposé son intention, m'avait parlé des grandes lignes développées, etc. Je dis, OK, parfait. Donc là, j'effectue l'alpha lecture et puis à l'issue de celle-ci, j'explique à l'autrice que son début d'histoire bifurque assez loin de son intention initiale. Je lui ai dit, vous êtes en train d'écrire un roman très différent de celui dont vous m'avez parlé il y a quelques semaines. Donc, mais surtout, je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai expliqué qu'est-ce qu'il faisait concrètement, qu'il y avait cette bifurcation, puis qu'on s'enlignait vers une autre histoire. Et je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire pour redresser là-bas, si elle souhaitait la redresser, parce qu'elle avait le droit, elle aussi, de changer ses plans. Finalement, elle souhaitait la redresser. Et là, typiquement, maintenant, elle a une carte de navigation bien dessinée après quelques heures de coaching. D'accord, ah oui, donc parfois c'est même revenir à l'intuition initiale si c'était ce qu'il y a de préférable pour Exactement. l'histoire. Exactement. Ah oui, puis là, c'était très clair parce que j'aimais beaucoup, beaucoup son intention initiale, ses grandes lignes, etc., ce vers quoi elle s'orientait. Et puis, en lisant ses premiers chapitres, d'ailleurs, elle avait écrit 18 000 mots, donc normalement, je m'arrête à 10 000, mais là, j'avais lu un petit peu la suite sans forcément la commenter, mais pour voir où ça s'en allait. Et je me suis dit, non, mais là, je suis juste... Non, mais ça va être en milieu, là. Alors que son intention au départ, puis qu'elle avait des personnages qui étaient super intéressants et tout, mais là, le chemin qu'elle prenait, je dis, et une verveine citronnelle avec ça alors que son intention, c'était plutôt une margarita frappée. Hein. Et alors là, on est revenu à la margarita frappée, puis c'est bien sympa. D'accord, tu changes les recettes. Tu as parlé plusieurs fois d'appels Zoom avec des auteurs. Comment est-ce que concrètement, justement, se passent tes échanges? Comment se passent les projets? Est-ce qu'ils durent longtemps? Sur quelle période ils peuvent s'étirer? Et comment sont tes échanges avec les auteurs? Alors, là, je te dirais que déjà, il faut distinguer l'alpha et bêta lecture du coaching, parce que ce sont deux approches différentes. Dans le cas des lectures, alors, dans tous les cas,
quand une personne me contacte, j'aime faire un premier Zoom de rencontre. La personne, que ce soit pour une alpha lecture, une bêta lecture, du coaching, peu importe, j'aime rencontrer la personne une première fois pour établir la relation, expliquer moi ma façon de travailler aussi pour voir si ça convient à la personne. J'aime ça créer une relation de confiance, puis être dans la transparence. Donc moi, ce premier Zoom, comme je dis toujours, il est gratuit et sans engagement. Ça permet de poser les bases. Puis de vérifier que les attentes et besoins de l'auteur correspondent à ce que je peux lui fournir. Et puis, donc là, on fixe, dans le cadre des lectures, on fixe une date à laquelle l'auteur va m'envoyer son manuscrit. Et en même temps, on fixe la date à laquelle je vais envoyer mon rapport d'alpha ou de bêta lecture. Donc, généralement, ça dépend de la longueur du manuscrit et de mon planning. Il faut compter de 2 à 6 semaines. D'accord. Puis, une fois que j'ai rendu mon rapport, l'auteur, dans le cadre d'une bêta lecture, il va faire ses réécritures. Il a la possibilité de me renvoyer son manuscrit pour un round 2 de bêta lecture. Et quand c'est une première collaboration, avant d'envoyer mon rapport de bêta lecture, je vais organiser un deuxième Zoom et je vais lui présenter mon rapport à l'oral parce que quand il y a des choses difficiles à faire passer, à transmettre, j'aime autant qu'il voit la bienveillance sur mon visage, puis mon sourire, puis que aussi l'auteur, l'autrice puisse réagir, me poser des questions tout de suite. Là. Je trouve ça plus constructif, plus rassurant aussi pour lui, pour elle, etc. Donc, dans le cadre du coaching, bon, pareil, il y a la rencontre initiale. Celle-ci, elle est indispensable en coaching parce que c'est ce qui va me permettre d'établir un plan d'accompagnement. Je ne démarre jamais une collaboration de coaching sans avoir établi un plan d'accompagnement. Quelle que soit la phase à partir de laquelle j'interviens, que ce soit l'idée initiale, ou pour une réécriture ou un blocage, etc. Là, après, donc les rencontres se font par Zoom, toujours. Je donne des devoirs à faire, des travaux de préparation ou des travaux d'écriture, etc., mais toujours sur le projet pour le manuscrit. Et ensuite, eh bien, au niveau de la durée, ça peut être juste 2 ou 3 sessions, par exemple, si c'est un blocage ou si c'est un point très spécifique. Mais ça peut s'étendre aussi sur 6 mois, voire plus, si on a débuté au début, puis que la personne veut que je l'accompagne jusqu'à la fin du premier jet, voire jusqu'à le moment de la publication. Au niveau de la fréquence, ça, c'est un élément très important. Généralement, je propose des rencontres aux 2 semaines. Pourquoi? Parce que ça laisse quand même le temps à l'auteur de travailler sur son projet. Mais c'est surtout que cette régularité permet de placer l'auteur dans une bonne dynamique et d'éviter la procrastination. 3 semaines, c'est trop long, c'est trop étiré, ça se dilue et puis ça s'essouffle, etc. Donc, après, j'ai des auteurs qui me demandent à chaque semaine parce que, par exemple, ils sont à la retraite, d'accord? Donc là, ils ont beaucoup plus de disponibilité. C'est correct aussi. Mais sinon, la plupart du temps, c'est aux 2 semaines. Et je trouve que c'est un bon rythme. Donc, le plan d'accompagnement avec la discussion initiale permet justement de faire une évaluation au départ du nombre d'heures pour mettre en œuvre ce plan. Parce que pour moi, il n'est pas question d'y aller à l'aveugle. Et on a eu 1 ou 2 fois la question, donc oui, c'est ça, tu évalues la fréquence nécessaire, le nombre d'heures, et c'est ça qui te permet aussi d'évaluer le tarif, le prix. Oui, en coaching, j'ai un tarif à l'heure, mais c'est sûr qu'une fois que j'ai connaissance du projet, de la personne puis de ses intentions, j'ai différents forfaits qui vont de 10 heures à 25 heures. L'intérêt des forfaits, c'est que ça permet à l'auteur de bénéficier de temps
gratuit. Sur le forfait de 10 heures, il a 30 minutes gratuites. Sur le forfait de 25 heures, il a 3 heures 45 minutes gratuites, ce qui n'est pas rien. Donc c'est ça. Et on signe le contrat sur cette base-là. Si au final, on y a consacré 19 heures et pas 25, eh bien, la facture finale sera pour 19 heures. Je ne vais pas facturer des heures que je n'ai pas travaillé. Puis si l'auteur est parti avec un forfait de 10 heures, mais que fil de l'eau, il veut rajouter ou il veut que ça continue, eh bien, on upgrade le forfait et il bénéficie des avantages du forfait supérieur. Donc, mais c'est pareil, dans tous les cas, au départ, il y a un contrat qui est signé. Et puis, il y a les échéances de paiement avec les montants. Donc, tout est hyper transparent pour l'auteur. C'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Oui. Voilà. Et effectivement, plus le volume horaire est important et plus les paiements sont fractionnés en plusieurs fois. Oui, puis c'est ce qui fait la particularité des livres. On a aussi très régulièrement la question, tous les jours, en fait, les auteurs qui nous demandent combien ça coûte. Chaque manuscrit est différent. Pour nous, ensuite, c'est la phase de mise en page, d'impression, entre un petit recueil de poésie ou un livre grand format de nouvelles ou de recettes de cuisine. On fait un prix qui correspond à la réalité du projet et l'auteur a en main toutes les informations avant de choisir s'il accepte ou non. Ça, c'est primordial. C'est ça. Et moi, dans tous les cas, même pour l'alpha et la bêta lecture, l'alpha lecture, ce sont des forfaits, soit 5 000 mots, soit 10 000 mots. La bêta lecture, j'ai 2 types de bêta lecture déjà. Puis après, ça dépend vraiment du nombre de mots du manuscrit. 25 000 mots, 40 000 mots, 138 000 mots. Mais dans tous les cas, j'établis un devis, puis avec toutes les conditions de règlement, etc. Donc, la cliente, c'est toujours où il va et dans quelles conditions il va. Revenons un petit peu au sujet de l'écriture. Est-ce qu'il y a un exercice d'écriture que tu conseilles à tous, que tu pourrais nous expliquer? Il y a beaucoup d'exercices d'écriture utiles, tu t'en doutes, même quand on est un ou une écrivain confirmé. Mais puisque je dois en choisir seulement un aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice d'écriture du changement de point de vue ou de temps de conjugaison. Le principe est le suivant. Vous avez écrit quelques scènes de votre roman, voire votre premier jet. Là, vous choisissez 1, 2 ou 3 scènes et vous les réécrivez en changeant la focalisation. Par exemple, vous avez une scène de rencontre. Dans votre version initiale, la scène de rencontre, elle est décrite du point de vue de Marguerite. Et là, vous la réécrivez, mais du point de vue de Jonathan. Là, vous observez, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que cela crée une ambiance différente? Est-ce qu'on a des informations plus intéressantes? Est-ce que le ton a changé? Parce que c'est sûr que la psychologie de Marguerite et celle de Jonathan ne sont pas les mêmes. Donc, c'est d'aller observer. Est-ce qu'on y gagne? Est-ce que même moi, en tant qu'écrivaine, est-ce que j'apprends quelque chose sur cette situation ou sur mon personnage? Ou bien, vous prenez cette scène-là et par exemple, si elle était écrite conjuguée au présent, eh bien, vous la mettez au passé ou au futur, si ça se prête. Et puis là encore, vous observez ce changement. Qu'est-ce que ce changement entraîne en termes de rythme, en termes de perception de lecture, d'opportunité ou de contrainte? Est-ce que cela fait du sens ou pas? Par exemple, dans le même manuscrit là, dont j'ai rendu le rapport hier, l'autrice nous envoie dans un souvenir très, très, très lointain de l'héroïne. Donc là, on est dans une saga, c'est le tome 2, mais dans le préquel et dans le tome 1,
on savait qu'à un moment donné de sa vie, elle avait vécu un événement traumatisant. On avait eu des petits indices, mais on ne savait pas lequel. Et là, dans le tome 2, enfin, elle nous raconte l'événement traumatisant. Mais qui s'est produit 120 ans auparavant, parce qu'on est dans de la fantasy, donc c'est logique. Alors que toute sa narration habituelle est au passé simple, on revient 120 ans auparavant, et là, on a une narration au présent. Et c'est juste génial, parce qu'on est dans l'évocation d'un souvenir traumatisant qui a créé un basculement dans la vie de l'héroïne. Donc, le fait de choisir le présent nous permet de nous rapprocher de l'action, de nous imprégner. Il n'y a plus de barrière. Et donc, je l'ai félicité et je lui avais dit, si tu ne l'avais pas fait, je t'aurais conseillé de le faire. Donc, typiquement, cet exercice-là, je reprends ma scène d'évocation du souvenir. Est-ce que je continue de l'écrire au passé et à ce moment-là, il faut que je l'écrive au plus que parfait ou est-ce que je choisis le présent? Mais je ne peux pas le savoir ce que ça donne tant que je ne l'ai pas fait. Donc, c'est pour ça que c'est un exercice d'écriture qu'emploient beaucoup d'écrivains confirmés, même d'écrivains de best-sellers, etc., de changer la focalisation ou de changer le temps de conjugaison pour regarder qu'est-ce que ça génère comme effet, comme impact, comme opportunité. D'accord. Et donc, des exercices comme ça, il y en a plein que Oui, tu peux conseiller suivant les besoins. exactement. Parce que, notamment en coaching, typiquement, je ne vais pas dire « Non, mais tu vois, cette scène-là, elle serait beaucoup mieux au présent. Non, mais ta rencontre, il faut que tu la racontes du point de vue de Jonathan. » Je fais « Non. » Je dis « Ma chère auteure, etc. Pour la semaine prochaine, je vais t'inviter à retravailler cette scène en la racontant du point de vue de Jonathan et au présent. Et on en parle la prochaine fois. » Et là, mon auteur, mon autrice, va se rendre compte de ce que ça procure et va pouvoir faire son choix. Et en tout cas, on va pouvoir en discuter. Et puis, j'imagine que les auteurs se surprennent eux-mêmes souvent dans ces cas-là et font des trouvailles alors que c'est leur main, a priori, qui tape ou qui… Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé ça c'est dur, de recommander à une autrice de réécrire tout son roman au présent plutôt qu'au passé. Et quand on a 53 000 mots à réécrire au présent, mais parce que ça faisait réellement une différence. Alors ça, c'était pas en coaching, c'était en bêta lecture. Et alors justement, c'est sûr que le premier jet, on dit « faut commencer à l'écrire, puis on le retravaille ensuite. » Mais oui, tu l'écris, mais dans ta phase de réécriture, avant de le mettre en bêta lecture, typiquement, fais ce genre d'exercice. D'accord? Ou même, moi, parfois, ça m'arrive, même si j'écris pas de roman, mais ne serait-ce que pour mes nouvelles, quand je commence à écrire ma nouvelle, j'en avais une justement, je le voyais, j'avais une phrase qui était au passé, puis dans le paragraphe suivant, c'était au présent. Je me dis, oh, ma cocotte, stop, arrête, t'es pas logique. D'accord? Donc, j'ai repris le début de mon texte, je l'ai tenté au jeu, au présent. Je l'ai réécrit au il, au présent. Je l'ai tenté au jeu, au passé. Je l'ai réécrit au il, au passé. Là, j'avais mes 4 textes. Je les ai reposés une couple de semaines. Je les ai relus à froid. Et je dis, OK, c'est ça qui fonctionne. Et là, j'ai continué mon écriture. Ah oui, d'accord. Donc, ça fait plein de chemins différents qui peuvent… Exactement. Parce que les impressions qu'on va transmettre sont tout à fait différentes en fonction de la focalisation du temps de narration. As-tu vécu au cours de des projets que tu as accompagnés une anecdote étonnante ou amusante que tu voudrais nous partager? T'as combien d'heures devant toi? Alors, des anecdotes, j'en ai plein. En fait, j'en ai 2 là qui me viennent tout de suite à l'esprit.
J'en ai une étonnante et une amusante. Alors, est-ce qu'on a le temps pour les deux? Oui, prenons le temps, oui. Dans la catégorie étonnante, c'est une situation qui m'est arrivée déjà 2 fois, puis je suis certaine que, même pas seulement parce qu'on dit jamais 203, mais je suis certaine que je retrouverai cette configuration-là. Ce sont 2 autrices qui ne se connaissent pas du tout l'une et l'autre, mais qui sont toutes les deux des femmes intelligentes, sensibles et féministes. L'une écrivait en fantasy médiévale, l'autre écrivait une romance. J'ai fait la bêta-lecture de leur roman à 18 mois d'intervalle. Mais en substance, dans mon rapport, j'ai noté la même chose. Elles avaient mis en scène un héros masculin qui avait, disons, plein de testostérone. Là, hein. C'est le mâle. Et là, je leur ai mis, OK, le héros est un macho primaire manipulateur, à la limite du pervers narcissique. Il me hérisse le poil et pas dans le bon sens. Est-ce volontaire et assumé de ta part? Alors, je savais très bien, connaissant le profil de femmes, que c'était pas du tout volontaire et encore moins assumé, que la réponse était non. Sauf que justement, en tant que bêta-lectrice, mon rôle, c'est pas du tout de dire hey, tu dois changer ton héros parce que celui-là, je l'aime pas. C'est pas ça. En fait, c'est de m'assurer que le héros, tel qu'il est perçu par les lecteurs, correspond à l'intention de l'autrice. Si c'est le cas, très bien, on garde ce héros qui me hérisse le poil, mais parce que c'est son intention. Donc, mon rôle, c'est ça, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est perçu de cette manière-là, à travers des éléments concrets, et de me dire, OK, est-ce que tu t'assumes, est-ce que c'est ton intention? Dans les 2 cas, c'était pas du tout leur intention. Donc, l'une et l'autre, a vite révisé la fiche personnage et a passé quelques semaines à réécrire toutes les scènes avec ce personnage. Donc, c'est ça. L'anecdote amusante, elle est plus personnelle, puis elle est toute récente. J'accompagne une autrice donc dans la rédaction d'une biographie dont une partie de l'histoire se déroule dans le quartier Limoilou à Québec. Et puis de fil en aiguille, en discutant avec ma cliente, je découvre que sa fille vit toujours dans Limoilou et qu'elle habite la maison où mon mari est né. Donc, oui, il y avait une description. Donc, c'était quand même amusant. Donc, fallait le faire. D'accord. Nous avons, oui, il y a une personne qui dit qu'elle pense savoir de quelle autrice tu parlais tout à l'heure avec les héros qui te hérissaient le poil. Peut-être des gens qui se reconnaissent ou. Peut-être. Il y en a plusieurs, hein, donc, mais. Nous approchons tranquillement de la fin. Tu as donc des services d'accompagnement, alpha lecture, bêta lecture, puis des formations aussi que tu animes, des ateliers. Il y en a un qui est prévu bientôt. Peux-tu nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, mais ça, c'est un nouveau service que je lance pour répondre aux appels de pied de certaines de mes clientes. Donc, le premier atelier se déroulera le samedi 17 juin, de 9h à midi au Québec et de 15h à 18h en France. Ce sera un atelier virtuel sur Zoom. Et on a vu au cours de notre entretien, Louis, que d'une part, l'étape de la réécriture est tout à fait indispensable pour aboutir à un manuscrit mature et de qualité. Et d'autre part, parmi les difficultés les plus souvent rencontrées, il y a la maîtrise des éléments de langage. J'ai mentionné qu'on pouvait complètement louper une scène à cause de ça.
Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai monté cet atelier-là qui s'appelle Optimiser sa réécriture et aiguiser sa plume. C'est un atelier qui est quand même dense parce qu'il dure 3 heures, avec une pause quand même. Je ne suis pas une tortionnaire finie. Et qui va permettre aux auteurs qui y participent d'acquérir des outils et des techniques en vue justement d'optimiser les phases de réécriture consacrées à la forme de leur texte. En gros, en première partie de l'atelier, eh bien, on verra les outils et techniques pour une relecture efficace. Il faut savoir se relire. Donc, pour ça, on a des méthodes. Donc, c'est comment réussir à détecter soi-même des éléments de forme qui méritent d'être révisés. C'est sûr qu'on va en oublier, mais si déjà on peut alléger le travail. Et puis, dans la deuxième partie, ce sont les outils et techniques pour une réécriture optimisée ou comment travailler ces reformulations pour développer une plume justement qui soit plus acérée, pointue, pertinente ou poétique en fonction du style de l'auteur. L'intérêt de l'atelier, c'est que les auteurs vont travailler directement sur leur manuscrit. Alors pas 45 000 mots là, mais on va prendre un extrait de 3500 mots et aller étudier ça. Donc, ils vont bénéficier d'une analyse individuelle et détaillée de cet extrait du manuscrit. Et puis, à travers l'atelier, eh bien, ils vont apprendre finalement à identifier leur propre maladresse, surtout apprendre à les corriger parce qu'on va faire des exercices d'écriture justement au cours de l'atelier. Il y a un gros 90 minutes qui sera consacré justement à étudier précisément des points dans chacun des manuscrits des participants. Donc, sachant que la maladresse de l'un peut se retrouver chez l'autre et puis qu'on apprend beaucoup en étudiant le texte des autres et le tout dans un cadre stimulant et bienveillant, bien sûr. Donc, les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui et je propose un tarif de pré-vente jusqu'au 31 mai. Et ne pas tarder parce que j'ai ouvert l'atelier à seulement 5 participants pour garantir vraiment beaucoup d'interactivité et beaucoup de richesse de contenu et de partage. Et on partagera, oui, les liens qui mènent à l'inscription dans notre infolettre dans les jours qui viennent, mais on peut trouver ça donc sur ton site internet. Oui, sur mon site internet essencedemo.com ou sur ma page Facebook Essence Demo. Alors, essence s'écrit S-sens et pas l'essence aromatique ou l'essence du carburant. Non, comme on peut le voir là, donc à l'écran. Exactement, ici, là, tac, sur ce côté. Essencedemo.com, mais on partagera le lien, vous pourrez le trouver facilement. Très bien, je vais faire un petit tour, voir s'il y a des questions additionnelles. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu voulais ajouter, sinon. Écoute, je pense qu'on a fait un beau tour déjà. Je suis vraiment contente parce que j'avais vraiment envie de clarifier la différence entre les lectures critiques analytiques et puis le coaching, sachant que on peut très bien prendre une alpha et une bêta lecture sans prendre du coaching et vice-versa ou mixer les deux. Mais je pense que c'était important pour chacun de pouvoir faire le tri dans ces informations-là, dans ces approches. Je pense, j'espère qu'on aura réussi à le faire. Oui, puis comme tu le mentionnais, tu es tout à fait ouverte. Les gens qui sont intéressés, toi, c'est une vraie approche où tu veux rencontrer la personne pour en parler. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à contacter Nati. C'est comme ça que
on a les meilleures réponses. Oui, dernièrement, j'ai eu une personne qui m'a envoyé un courriel pour me demander, oui, c'est quoi votre parcours type en coaching? J'étais bien embêtée pour lui répondre parce que je n'ai pas de parcours type, étant donné que tout est individualisé et personnalisé. Donc, il y a pas de parcours type. À chaque manuscrit, son parcours. Et à chaque auteur, son parcours, parfois même sans avoir encore de manuscrit. Donc, mais oui, c'est certain. Très bien. Eh ben, je propose que l'on termine là-dessus. Merci à ceux qui nous ont suivis. Tout sera, tout sera visionnable encore si vous avez manqué certains bouts. On le partagera aussi. Vous pourrez le revoir sur Facebook, sur YouTube. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Louis. Merci à toutes et tous.